Lors de mon dîner de remise de diplôme en art culinaire, mes parents ont jeté mon livre de recettes primées dans la cheminée, histoire de me remettre à ma place. Maman a annoncé à tout le restaurant ce qu'elle venait de faire. Mon frère tenait son téléphone, riant aux éclats tout en me filmant. J'ai calmement récupéré la couverture brûlée, et je suis parti. Il n'avait aucune idée de l'éditeur avec lequel j'avais signé ce matin-là. Le manuscrit a heurté les bûches avant même que je puisse me lever. Ma mère l'avait transporté devant 3 tables, devant le serveur qui tenait des assiettes de dessert, et devant le doyen de mon école de cuisine qui venait tout juste de me serrer la main. Elle a fait 11 pas, de ma chaise jusqu'à l'âtre de la salle à manger privée, puis elle a laissé tomber mon ouvrage sur la grille en fer, comme si elle jetait un vulgaire prospectus publicitaire. Les pages se sont enflammées en 4 secondes. J'ai compté, la reliure a craqué, et la couverture s'est recroquevillée. 3 années de recettes, 219 plats, et un prix culinaire national étudiant imprimé sur la 6e page. Tout cela, nourrissant un feu que personne n'avait réclamé. 14 personnes ont assisté à la scène. Le doyen a reposé son verre d'eau, et ne l'a plus repris. Darcy, la petite amie de mon frère 3, a posé sa fourchette sur le bord de son assiette, et a fixé la nappe. Bianca, l'hôtesse qui nous avait installés 40 minutes plus tôt, se tenait dans l'embrasure de la porte, le menu des desserts encore à la main. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. 2 de mes camarades de classe, assis à l'autre bout de la table, gardaient les mains sur les genoux. Personne ne s'est dirigé vers la cheminée. Personne ne s'est approché de ma mère. Mon père, Wallace, est resté cloué sur sa chaise, les 2 mains à plat sur la table. Il ne s'est pas levé. Il n'a rien dit. Il fixait le dos du chemisier de ma mère, tel un homme regardant un accident de voiture de l'autre côté de l'autoroute, figé derrière sa vitre. Ma mère s'est tournée vers la salle. Elle souriait. Pas un sourire de politesse, mais un sourire de satisfaction absolue. Le genre d'expression que l'on arbore quand on attend de faire quelque chose depuis des mois, et que le moment arrive enfin. Tu as passé 4 ans dans une école de cuisine, à apprendre à suivre des recettes, et maintenant tu veux que l'on fête ça, a-t-elle lancé. Elle s'adressait à toutes les tables, pas seulement à la mienne. Ton frère a 53 000 personnes qui s'intéressent vraiment à ce qu'il prépare. Toi, tu as un tablier de location, et un salaire de commis dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Ce livre, ce sont 200 pages de la cuisine de ta grand-mère. Réécrite avec les mots savants que tu as appris à l'école. Tu n'as pas créé le moindre plat. Tu as mémorisé ce qu'elle faisait, et tu y as mis ton nom. Quelqu'un devait t'arrêter, avant que tu ne fasses honte à cette famille avec un ouvrage que personne n'achètera. 3 a levé son téléphone. La caméra frontale était braquée sur moi. Son pouce pressait le bouton d'enregistrement, et il affichait un grand sourire. Détends-toi, chef. J'ai déjà mis la vidéo en ligne. Mes abonnés adorent ce genre de truc. Tu sais comment on appelle un homme adulte qui pleure pour un livre de cuisine? Du contenu. Je ne pleurais pas. Mes mains tremblaient, mais c'était à cause de la chaleur du foyer. Les pages s'étaient suffisamment consumées, pour que l'avant se détache de la reliure. Les bords étaient noirs, et le titre à moitié effacé, mais la couverture était toujours là. Elle était déformée, fumante, reposant sur la fonte, juste au-delà de la ligne des flammes. J'ai bravé la chaleur. Ma manche a frôlé la pierre. Je l'ai dégagée avec 2 doigts, et je l'ai tenue par le bord inférieur, pendant que le reste de l'ouvrage brûlait derrière elle. La fumée sentait le papier, la colle, et ces 3 années passées penchées sur une planche à découper à minuit, parce que je croyais que ce recueil changerait ma vie. Je me suis levé. J'ai plié la couverture en 2, et je l'ai glissée à l'intérieur de ma veste. Je n'ai pas prononcé un mot. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais signé un contrat 11 heures plus tôt, un accord qui rendait chaque parole prononcée dans cette pièce totalement insignifiante. J'ai pris mes clés de voiture sur la table, et je suis sorti. Je suis passé devant Bianca, devant le couloir des cuisines, et devant la plonge, où l'équipe de nuit m'a regardé franchir la porte de service. Dans le parking, je suis resté assis dans mon véhicule pendant 6 minutes. La page de garde carbonisée était chaude contre ma poitrine, irradiant encore à travers la doublure de ma veste. Mes mains serraient le volant, mes jointures étaient blanches, et je pouvais encore entendre le rire de 3 à travers la vitre fermée, car le salon privé donnait directement sur le stationnement. J'ai tourné la clé. J'ai démarré. Je ne fuyais pas cette salle.
Je conduisais vers tout ce que j'avais déjà construit, à leur insu. Si vous écoutez cette histoire pour la première fois, bienvenue dans Susurro de Reddit. Je m'appelle Flynn. J'ai 28 ans. Et ce que ma mère a incinéré ce soir-là, c'était simplement la copie personnelle d'un manuscrit qui appartenait déjà à une maison d'édition. Laissez-moi vous dire ce que cette famille m'a coûté, avant de vous raconter ce qu'il leur en a coûté. Pendant 4 ans, j'ai envoyé $600 chaque mois à ma mère. Elle appelait ça de l'aide. J'appelais ça de la survie, parce que c'est exactement ce que l'on ressent avec un salaire de sous-chef de $41 000 par an. Le premier virement a été effectué en mars, 4 ans avant ce fameux repas de célébration. Elle m'avait dit que la chaudière devait être remplacée. J'ai transféré $600. Le mois suivant, elle m'a expliqué que le chauffe-eau fuyait. J'ai de nouveau envoyé cette somme. Au bout du 3e mois, ces demandes ont cessé de mentionner un motif. Elles arrivaient, tout simplement. Un texto le 28 de chaque mois, parfois juste le mot « prêt », et j'ouvrais mon application bancaire, pour valider l'opération avant le début de mon service suivant. J'ai fait le calcul un soir, après un service double. 48 paiements, 6 cents chacun, soit $28 800, prélevés sur un salaire net de $41 000. Cela signifiait que je vivais avec un peu plus de $1 000 par mois pour tout le reste. Le loyer, l'essence, le téléphone, la nourriture, et la mensualité de la voiture, le tout compressé dans un budget qui ne laissait absolument rien à la fin du mois. Je mangeais les repas du personnel 5 soirs par semaine, car faire les courses m'obligeait à choisir entre des poivrons et un plein de carburant. J'ai conduit une voiture avec un pare-brise fissuré pendant 7 mois, puisque la franchise de $200 représentait un argent déjà viré sur le compte courant de ma mère. Un mois, j'étais à court. J'avais eu une facture dentaire, qui avait empiété sur la période de virement. Je lui ai envoyé un message, « Est-ce que je peux t'envoyer 400 ce mois-ci, et compenser le reste le mois prochain ?» Elle m'a répondu en 11 minutes. « Flynn, tu sais que je compte là-dessus. Les heures de ton père à l'entrepôt ont été réduites. Si tu ne peux pas assumer $600 par mois, tu devrais peut-être revoir ce que tu dépenses pour toi-même. » J'ai transféré l'intégralité des $600 le lendemain matin. J'ai fait une croix sur les soins dentaires. La dent me fait toujours mal quand je bois de l'eau froide, et à chaque fois que la douleur se réveille, je me souviens de ce texto. 3 avait besoin d'une caution pour son appartement, il y a 3 ans. $3 200. Je l'ai couverte, car ma mère affirmait qu'il reprenait sa vie en main, et qu'il lui fallait une adresse stable pour lancer son blog culinaire. Ensuite, j'ai payé son assurance auto pendant une année entière, soit $2 400. Il y a eu d'autres petites dépenses en cours de route. Une facture de téléphone par-ci, un ticket modérateur médical par-là, et encore $600 de virements divers, que j'ai arrêté de comptabiliser tellement ces calculs me donnaient la nausée. Lorsque je me suis enfin posé avec une calculatrice et mes relevés bancaires, le total s'élevait à $35 000. 35 000, arrachés aux revenus d'un sous-chef en 4 ans. Ce n'était plus de la générosité. C'était une deuxième hypothèque que je ne pouvais même pas déduire de mes impôts, versée à des gens qui racontaient à leurs amis que mon métier consistait à bêtement suivre des fiches de cuisine. Et les recettes. Cette partie fait bien plus mal que l'argent. Ma grand-mère Estelle m'a appris à cuisiner quand j'avais 9 ans. Elle possédait 14 plats qu'elle considérait comme les siens. 14. Elle les avait notés sur des cartes avec de l'encre bleue, et les gardait dans une boîte métallique, sur le comptoir de sa cuisine. Je possède cette boîte. Je détiens ces fiches. Toutes les autres créations de ma collection de 219 recettes, je les ai élaborées moi-même, debout dans des cuisines de restaurants pendant 10 ans. J'ai testé, j'ai échoué, j'ai réécrit, et j'ai goûté, jusqu'à ce que le plat soit parfait. Ma mère le savait. Elle m'avait vu faire. Elle en avait savouré les résultats à chaque fête où je cuisinais pour cette famille. C'est-à-dire tous les repas de fête des 6 dernières années, car personne d'autre dans cette maison n'était capable de rôtir un poulet, sans déclencher l'alarme incendie. Mais en cours de route, Marian a commencé à raconter une toute autre version aux gens. Je l'ai découvert par ma tante Laurine, à Pâques, 2 ans avant la remise des diplômes. Laurine a mentionné avec désinvolture que Marian avait parlé des recettes familiales dans son club de lecture. « Ta mère dit qu'elle t'a appris tout ce que tu sais », m'a confié ma tante au téléphone. Elle affirme que le livre que tu écris est basé sur la cuisine de sa propre mère. Je n'ai pas détrompé Laurine ce jour-là. J'aurais dû.
J'ai simplement laissé cette phrase peser sur ma poitrine, pendant que je préparais un service du samedi soir pour 60 couverts. Et je me suis convaincu que c'était un petit mensonge, le genre d'histoire que les familles s'inventent pour se sentir impliquées. J'avais tort sur l'ampleur de cette tromperie. Je me trompais aussi sur la limite que ma mère était prête à franchir pour l'entretenir. Mais j'avais également tort sur autre chose. Au cours des 3 mois précédant la cérémonie, ma mère s'était montrée très différente. Elle m'appelait 2 fois par semaine. Elle posait des questions sur le menu du restaurant, sur mon livre, et sur mon prix. Je pensais que ce dîner de célébration signifiait qu'elle voyait enfin ce que j'avais bâti. Je croyais que cette invitation représentait un pont entre nous. Je voulais la croire. Et vouloir croire quelqu'un ne coûte rien, jusqu'au moment où cela vous coûte tout. La veille du dîner, je fermais la cuisine avec Sully. Sully est le chef de cuisine de l'établissement où j'ai été formé. Il m'a embauché comme commis de préparation il y a 5 ans, et m'a promu sous-chef en seulement 3 ans, parce que j'arrivais à l'heure, que j'apprenais vite, et que je ne me suis jamais porté pâle un samedi. Ce soir-là, nous essuyions les plans de travail. Il a décroché un couteau de chef de la barre magnétique, et me l'a tendu, manche en avant. C'était la lame avec laquelle j'avais fait mon apprentissage lors de ma première semaine. « Tu as mérité ce poste », m'a-t-il dit. « Personne ne t'a fait de cadeau. Quand ta famille te dira que la cuisine n'est pas un vrai métier, souviens-toi que je t'ai vu tenir cette brigade un samedi soir, avec 3 absents et une friteuse en panne. Ça, c'est la réalité. Tout le reste n'est que du bruit. » J'ai pris le couteau. J'ignorais que, moins de 24 heures plus tard, ma mère lui donnerait raison à propos du bruit. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé 11 heures avant l'incident de la cheminée. Car c'est ici que l'histoire bascule, et elle prend une direction que ma mère et mon frère n'auraient jamais pu anticiper, même s'ils avaient essayé. À 9h15 ce matin-là, j'étais assis dans une salle de conférence, au 14e étage d'une maison d'édition du centre-ville. En face de moi se trouvait un homme nommé Anouar, le directeur culinaire de la filiale. Il a fait glisser un contrat sur la table. Une avance de $75 000, pour un premier livre de cuisine. 219 recettes originales, accompagnées de notes techniques, de conseils sur le choix des ingrédients, et de photographies détaillant chaque étape. La date de publication était fixée à 11 mois plus tard. J'ai signé à 9h17. L'encre de la signature d'Anouar était encore fraîche, lorsqu'il m'a expliqué comment il m'avait trouvé. 8 mois plus tôt, un blog culinaire appelé Platework avait commencé à faire le buzz. Les recettes étaient pointues, originales, et parfaitement testées. Anouar les adorait. Il avait envoyé un courriel à l'adresse de contact du site, qui appartenait à mon frère 3, pour solliciter une entrevue. 3 est resté sans réponse pendant 3 semaines. Lorsqu'il s'est enfin manifesté, il a envoyé un portfolio dépourvu de notes de conception, de photos d'étapes, de journaux de test, et sans le moindre cliché de cuisine, à l'exception d'un seul. Cette unique photo montrait un plan de travail en inox, avec un porte-bon de commande en arrière-plan. Anouar a reconnu le restaurant. Il a appelé l'établissement, et Sully a décroché. Ce sont les recettes de Flynn, lui a révélé Sully. Chacune d'entre elles. 3 ne cuisine pas, 3 prend les assiettes de Flynn en photo, et les publie. Anouar a poussé ses recherches. Il a exhumé les archives du blog de 3, et a commencé à les comparer avec les dossiers de concours des écoles d'art culinaire, accessibles au public, où mes créations étaient répertoriées sous mon nom. 52 correspondances exactes. Les mêmes ingrédients, la même technique, et le même vocabulaire de dressage. 3 n'avaient même pas modifié les textes d'introduction. Il les avait copiés directement depuis mes brouillons, auxquels il accédait via un espace de stockage familial partagé, que ma mère avait mis en place des années auparavant pour les photos de famille. Ce serveur cloud contenait également les sauvegardes de mon manuscrit, mes journaux d'essai, et mes notes d'approvisionnement. 3 les avait téléchargés, avait effacé mon nom, et les avait publiés avec une photo du plat fini, prise depuis son téléphone. Il avait rassemblé 53 000 abonnés, sur le dos de recettes qu'il n'avait jamais testées, jamais goûtées pendant leur élaboration, et qu'il n'avait pas cuisiné une seule fois de sa vie. Ce vol, censé effacer mon mérite en tant que créateur, a conduit l'éditeur directement jusqu'à moi. 3 avait lui-même construit cette piste de preuve, publication après publication, pendant 2 ans, sans même s'en rendre compte. À 19h, lorsque ma mère a laissé tomber mon livre sur la grille, le manuscrit complet figurait déjà dans le système de la maison d'édition.
L'exemplaire personnel qu'elle a réduit en cendres n'était rien d'autre que cela, une copie personnelle. La seule chose qu'elle ait vraiment détruite, c'est sa propre relation avec celui qui payait ses factures depuis 4 ans. Le lendemain matin du dîner, j'ai passé 3 coups de fil. Le premier était pour ma mère. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, s'attendant probablement à des excuses. Les versements mensuels s'arrêtent aujourd'hui, lui ai-je annoncé. Tous sans exception. Les 600, les à côté, tout. Ne m'appelle plus jamais pour des questions d'argent. Elle a commencé à murmurer quelque chose, mais j'ai raccroché. Le deuxième appel était destiné à la compagnie d'assurance automobile de Troyes. Je payais son contrat, en tant que titulaire désigné, depuis 14 mois. Je l'ai résilié avec effet immédiat. L'agent m'a demandé si je souhaitais prévenir le conducteur. J'ai répondu par la négative. J'ai réservé le troisième appel à Sully. Je lui ai raconté ce qui s'était passé lors de la soirée. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a déclaré « Viens plus tôt demain. Nous avons du pain sur la planche. » C'était tout Sully. Pas de grand discours, juste l'étape d'après. Le deuxième jour, j'ai rencontré un avocat nommé S. J'avais tout apporté. 4 années de relevés bancaires prouvant les virements vers Marian, les reçus Venmo pour la caution et l'assurance de Troyes, des captures d'écran de chaque texto, prêt, que ma mère m'envoyait le 28 du mois, ainsi qu'une archive imprimée du blog de Troyes, où les 52 articles de recettes étaient signalés en face de mes dossiers originaux de l'école. S a étalé les documents sur son bureau, et a commencé par les chiffres. 28 008 cents en transfert mensuel, 3 002 cents pour le dépôt de garantie de l'appartement de Troyes, 2004 cents pour son assurance auto, et 6 cents en frais divers. Soutien familial total, 35 000 $. Ensuite, la plainte pour violation de propriété intellectuelle. 52 recettes publiées sans autorisation ni crédit, ayant généré 18 000 $ de revenus publicitaires sur 2 ans, via 2 contrats de parrainage. Total général de la lettre de mise en demeure civile, 53 000 $. Si vous suivez cette histoire depuis le début, vous savez déjà que cette famille a commis une erreur irréparable. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à Susuro de Reddit et restez à l'écoute, car ce qui a suivi est la partie qui m'a empêché de dormir. Je n'étais pas en colère. Je regardais simplement le monde de mon frère s'effondrer sous le poids de ses propres preuves, et la précision chirurgicale de ce désastre était pire que n'importe quelle dispute que j'aurais pu provoquer. Le 3e jour, S a déposé une notification de retrait des MCA contre le site de Troyes. 52 publications ont été signalées, pour atteinte à la propriété intellectuelle. La procédure est très simple. La plateforme reçoit la notification, examine la plainte, et supprime le contenu si la requête est valide. Le blog de Troyes était hébergé sur une structure classique, qui prend ses avis très au sérieux, et chaque article possédait une documentation correspondante dans mes archives scolaires. Le 7e jour, le premier sponsor de Troyes l'a appelé, pour lui annoncer qu'il rompait son contrat. Ils avaient reçu la notification des MCA, dans le cadre de l'obligation de transparence envers les annonceurs, et leur service juridique avait conseillé une séparation immédiate. Troyes m'a téléphoné ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Le 9e jour, son second sponsor a suivi la même démarche. Des revenus publicitaires de 1500 $ par mois sont tombés à zéro, en moins de 2 semaines. Le blog culinaire de Troyes, celui qui comptait 53 000 abonnés, celui que ma mère brandissait comme la preuve ultime de la réussite de son fils, ne rapportait plus rien. Les abonnés étaient toujours là, mais le contenu disparaissait publication après publication, à mesure que la plateforme traitait chaque demande de retrait. C'est au 12e jour que l'histoire est passée des conséquences professionnelles aux répercussions personnelles. Darcy, la petite amie de Troyes, se trouvait dans son appartement ce soir-là. Elle a aperçu la lettre de mise en demeure sur le comptoir de la cuisine, pendant que Troyes prenait sa douche. Elle l'a ramassée. Elle a lu le montant, 18 000 $ pour dommages liés à la propriété intellectuelle. Elle a lu l'expression « reproduction non autorisée d'œuvres culinaires originales ». Elle a lu mon nom, imprimé sur chaque page. Quand Troyes est sorti, elle a brandi le document. Combien de recettes sur ton blog as-tu réellement créé? C'est un malentendu juridique, a tenté de justifier Troyes. Flynn fait son drame. Je te pose une question directe. Parmi les 52 recettes de Platework, combien sont de toi? Citant une seule. N'importe laquelle. Troyes a baissé les yeux vers le sol. Il se tenait dans son couloir,
une serviette sur les épaules, ses cheveux mouillés goûtant sur la moquette. Et il a lâché, Flynn fait la cuisine. Moi, je m'occupe de la présentation. La présentation, a répété Darcy. Tu as pris ces plats, tu les as photographiés, tu les as publiés sous ton nom, tu as empoché 18 000 $ de parrainage, et tu appelles ça de la présentation? Darcy a fait ses valises ce soir-là. Elle a logé chez une amie pour le reste de la semaine, et à son retour, elle n'a plus jamais parlé du blog, des abonnés, ou des sponsors. Encore une fois, certaines vérités changent la façon dont vous percevez une personne. Et une fois que ce regard a changé, il ne revient jamais en arrière. Pendant que les revenus de 3 s'effondraient, S a soulevé un autre problème. Lors de son examen de la propriété intellectuelle, il a déniché 3 livrets de compilation de recettes, vendus lors des collectes de fonds de l'église Saint-Matthieu au cours des 3 dernières années. Sur la page de garde de chaque livret, on pouvait lire « Recettes familiales par Marian ». 15 $ l'exemplaire. L'ouvrage était relié par des spirales, imprimées dans un magasin de photocopie, avec une affreuse bordure en clip art sur la couverture. À l'intérieur, figuraient 8 de mes créations originales, accompagnées de notes de marge écrites de la main de ma mère. Des annotations qu'elle avait copiées, mot pour mot, depuis mes journaux de conception stockés sur notre espace familial partagé. Le plat de côte braisée avec sa croûte de pâte d'ail. Le glaçage aux agrumes et au romarin pour la volaille rôtie. Le beurre composé au paprika fumé, que j'avais testé plus d'une douzaine de fois avant de trouver les bonnes proportions. Autant de recettes que j'avais servies à ma famille lors des repas de fête, pendant que ma mère souriait à table, et affirmait à ses invités, c'est ainsi que ma mère le préparait. Tout en sachant pertinemment que sa propre mère n'avait jamais cuisiné le moindre de ses plats. Elle disait cela, parce que ce mensonge lui semblait plus facile que d'admettre la vérité, son fils, celui qu'elle rabaissait publiquement en le traitant de simple commis incapable d'inventer, était la seule personne de cette maison capable de nourrir une table de 12 convives. Sans avoir recours à des plats à emporter. Ma tante Laurine avait acheté l'un de ses opuscules lors d'une kermesse de Pâques. Elle a reconnu le travers de bœuf braisé, parce qu'elle l'avait dégusté dans mon appartement l'année précédente, et m'en avait demandé la technique. Le livret attribuait le mérite à ma mère. Laurine n'a rien dit sur le coup. Elle a gardé le fascicule dans le tiroir de sa cuisine, sans se douter de son importance future. Mais aujourd'hui, ce petit livre s'était transformé en pièce à conviction. Au 14e jour, j'ai convié ma mère et 3 dans un salon privé du restaurant. Sully a dressé la table. 3 chaises, 3 verres d'eau, et 3 serviettes pliées en rectangle. À leur arrivée, ils s'attendaient à des excuses. Ma mère arborait la même expression qu'au dîner de remise des diplômes, cet air satisfait, celui qui prouvait qu'elle considérait l'autodafé de mon livre comme une juste correction, et qu'elle pensait que je finirais par voir les choses à sa façon. 3 est entré avec son téléphone à la main, l'écran tourné vers le haut. Il prévoyait probablement d'enregistrer tout ce qui allait se passer. J'ai commencé par une question. J'ai regardé ma mère, et je lui ai demandé, combien de recettes de grand-mère as-tu réellement par écrit? Elle a hésité. Elle a laissé toute une collection, a-t-elle esquivé? Tu le sais très bien. 14, ai-je rétorqué. Elle a écrit 14 fiches de toute sa vie. Je les ai dans une boîte en métal, sur l'étagère de ma cuisine. De l'encre bleue, son écriture, 14 fiches. Mon livre contient 219 plats. Lesquels des 205 autres m'as-tu appris? Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné vers 3. Combien de recettes y a-t-il sur ton blog en ce moment? 52, a-t-il répondu. Mais ce n'est pas le sujet. Sur ces 52 créations, combien en as-tu élaboré toi-même? Citant une. Donne-moi le plat, la technique, les notes de dégustation. Une seule recette. 3 s'est agité sur sa chaise. Je les ai adaptés. C'est ce que font les blogueurs culinaires. Nous adaptons. Adapter à partir de quoi? Il est resté muet. À partir de mon espace de stockage, de mes fichiers d'école. Tu as téléchargé mes journaux d'essai, mes introductions, et mes listes d'ingrédients. Tu as supprimé mon nom, et tu les as publiés avec une photo prise sur ton téléphone. Tu n'as pas adapté la moindre recette, 3. Tu en as copié 52. Mot pour mot, et tu as gagné 18 000 $ en le faisant. Il a posé son appareil, face contre table. Pour la première fois de la soirée, il n'était plus entre ses mains.
Son genou a commencé à rebondir sous la table, à un rythme tel que l'eau de son verre s'est mise à trembler. J'ai placé l'avis DMCA sur la nappe. Puis le contrat signé avec l'éditeur. Ensuite, la lettre de mise en demeure. 3 documents espacés de manière égale, chacun orienté vers eux, pour qu'ils puissent lire les chiffres sans avoir à tourner les pages. Ensuite, je me suis levé, et j'ai vidé le sac que je portais depuis 4 ans. Vous m'avez soutiré 28 800 $, en paiement mensuel que je n'ai jamais manqué. Vous avez pris 3 200 $ pour une caution d'appartement qui était censée être temporaire. Vous avez encaissé 2 400 $ d'assurance pour une voiture que 3 conduit. Afin d'aller photographier des plats qu'il n'a pas cuisinés. Vous avez pompé 600 $ en frais divers, que j'ai cessé de suivre parce que vos demandes n'arrêtaient jamais. Cela fait 35 000 $. Arraché à un homme qui en gagne 41 000 par an. J'ai mangé les restes du personnel pendant 4 ans, pour pouvoir vous entretenir. J'ai roulé avec un pare-brise cassé pendant 7 mois, car la franchise représentait un argent que j'avais déjà envoyé sur votre compte bancaire. Ma mère a plaqué ses mains à plat sur la table. Puis, ses doigts se sont recroquevillés vers l'intérieur, avant de glisser sur ses genoux. 3 a publié 52 de mes recettes sur son site sans me demander, sans me créditer, et sans me verser un seul dollar des 18 000 qu'il a générés grâce à ses articles. Il a copié mes textes d'introduction au mot près, depuis un disque dur partagé. Ce même serveur ou toi, Marian. Tu as trouvé les plats que tu as imprimés dans ces livrets, vendus lors de la collecte de fonds de l'église Saint-Matthieu. 8 de mes créations originales, sous ton nom, à 15 $ l'exemplaire. Tu as commercialisé mon travail dans une église. En racontant aux gens qu'il s'agissait du tien. Sa mâchoire s'est crispée, comme si elle mâchait de l'air. Aucun son n'est sorti. C'est du vol. Les articles de blog sont un vol de propriété intellectuelle. Les livrets constituent une utilisation commerciale non autorisée. Les versements mensuels relevaient de l'exploitation financière. Mon avocat a déposé la plainte DMCA. Les sponsors de 3 se sont déjà retirés. Et ses revenus publicitaires sont tombés à 0. La mise en demeure s'élève à 53 000 $, ce qui correspond au total de tout ce que vous m'avez pris, et vous avez 30 jours pour y répondre. 3 a tenté de s'interposer en premier. Tu ne peux pas t'en prendre à ta propre famille comme ça. C'est complètement dingue. Maman essayait de t'aider à garder les pieds sur terre. C'est le rôle des familles. Garder les pieds sur terre, ai-je répété. Elle a brûlé mon manuscrit devant 14 personnes, en leur disant que j'avais volé les fiches de ma grand-mère. Tu as enregistré la scène, et tu l'as mise en ligne pour que 53 000 inconnus puissent s'en moquer. Ce n'est pas recadrer quelqu'un, 3. C'est de la pure cruauté. Et tu l'as filmé. Parce que tu pensais que c'était un bon divertissement. La respiration de Marian était devenue audible. De petites inspirations saccadées et superficielles, à travers la bouche. Elle a fixé la lettre d'injonction, a détourné le regard, puis est revenue sur le montant. Le salaire du simple commis a payé tes soins dentaires, Marian. 2 300 $ en avril de l'année dernière, parce que ton assurance ne couvrait pas la couronne. Le tablier de location a préparé chaque repas de Thanksgiving, dont tu t'es attribué le mérite auprès de ton club de lecture. De ton groupe religieux, et à la table de Pâques de Laurine. Le recueil de recettes que personne n'achèterait, a été signé pour 75 000 $. Bien avant que tu ne craques cette allumette. Quant au blog culinaire aux 53 000 abonnés. Chaque plat qui y figure provient de l'homme que tu as qualifié de contenu, pendant qu'il se tenait au-dessus d'un feu, serrant la seule copie de son travail qu'il pensait lui rester. 3 a dégluti 2 fois, très vite. Ses genoux ont cessé de trembler. Ses mains ont agrippé le bord de la table. Tu as brûlé une simple copie. L'éditeur avait signé l'original ce matin-là. La seule chose que tu as détruite, c'est ta place dans ma vie. La pièce était d'un calme absolu. Sully se tenait à la fenêtre de la cuisine, derrière le passe-plat, les bras croisés. Il observait la scène, mais ne disait mot. Personne n'a bougé. C'est le dernier repas que je cuisinerai pour cette famille, ai-je conclu. Le dernier dollar, la dernière recette. C'est la dernière fois que je réponds à ce téléphone. Chaque virement s'arrête aujourd'hui. Chaque compte partagé sera fermé cette semaine. Si l'un de vous me contacte en dehors du délai de réponse de 30 jours fixé par cette lettre, c'est mon avocat qui s'en chargera.
Ma mère a levé les yeux. Sa posture s'était affaissée, ses épaules tombaient, son menton s'affaissait, tel un bâtiment dont la structure s'effondre de l'intérieur. Ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire restait serrée. Elle a plongé la main dans son sac à main, et en a sorti un carnet de chèques. Le même chéquier que j'avais vu sur le comptoir de sa cuisine pendant des années. Celui qu'elle utilisait pour payer la facture d'électricité, pendant que je virais $600 sur son compte, mois après mois. 5000, a-t-elle proposé. Je peux le signer tout de suite. Nous pouvons effacer tout cela. Nous pouvons nous asseoir en famille, et régler ce problème. $5000. Moins de 7% du contrat de $75 000 qu'elle avait essayé de ruiner. Moins de 10% de la réclamation de $53 000 qui trônait devant elle. Ce montant en disait long sur l'estime qu'elle portait à mon travail. Et l'expression « en famille » m'a prouvé qu'elle croyait encore que ce mot avait un sens, après l'usage pitoyable qu'elle en avait fait. Je n'ai pas répondu à son offre. J'ai ramené la lettre de mise en demeure vers moi, je l'ai alignée avec l'avis DMCA, et j'ai fait glisser les deux documents de son côté. Puis, j'ai fouillé dans mon sac, et j'en ai sorti la couverture, les bords noircis, le titre à moitié consumé, dégageant encore une légère odeur de suie, 14 jours après l'incendie. Je l'ai tenu un instant, puis je l'ai posé sur la table, au milieu des papiers, tel un point final à la fin d'une phrase. Je me suis levé. J'ai pris mes affaires. J'ai quitté le salon privé, et je me suis engagé dans le couloir des cuisines. Sully était déjà de retour à son poste, préparant la ligne du soir. Il ne m'a pas demandé comment cela s'était passé. Il m'a tendu un tablier, je l'ai noué, et j'ai commencé à émincer des échalotes pour la bisque. Parce que c'est ce que l'on fait quand on est cuisinier. On retourne au travail. Le chèque de pot de vin de ma mère est arrivé par la poste, 4 jours plus tard. Je l'ai renvoyé, non encaissé, au cabinet de S, avec pour instruction de le joindre comme pièce à conviction au dossier civil. Dans les 30 jours qui ont suivi, chaque conséquence que j'avais déclenchée a atteint sa cible. Le blog de 3 a été entièrement désactivé au 30e jour. Chaque article sponsorisé a été supprimé, chaque recette a été retirée. Son tableau de bord affichait $0 de revenus mensuels, là où trônaient auparavant les 1500 $. 3 courriels d'anciens partenaires stagnaient dans sa boîte de réception. Chacun représentait une version polie du même message, nous ne pouvons pas être associés à un litige de propriété intellectuelle en cours. La réclamation de $18 000 attendait sur sa table de cuisine. Elle était adressée à un homme, dont l'unique source de revenus venait d'être anéantie par son propre historique de publication. Il ne pouvait pas contester le DMCA, car chaque horodatage de ces articles était postérieur de plusieurs mois, voire de plusieurs années, au dépôt de mes projets d'école. Il avait constitué un dossier à charge contre lui-même, une recette volée à la fois, pendant 2 longues années. Et la vidéo qu'il avait publiée lors du dîner de remise des diplômes, celle où il qualifiait ma souffrance de contenu publicitaire, circulait encore parmi ses abonnés. Plusieurs d'entre eux ont laissé des commentaires, demandant pourquoi un blogueur culinaire s'esclaffait, pendant que le travail d'un autre partait en fumée. Il a effacé ses remarques. D'autres sont apparus. Il a fini par désactiver l'espace de discussion. La vidéo est restée en ligne, car la supprimer aurait signifié assumer ce qu'elle montrait. Les retombées sociales ont frappé ma mère, 3 jours après notre confrontation. Laurine l'a appelée. Je n'étais pas au bout du fil, mais ma tante m'a raconté leur échange la semaine suivante. J'ai acheté ton fascicule de charité à Pâques, a déclaré Laurine à Marian. Je suis en train de regarder la page 4. C'est la côte braisée de Flynn. Je reconnais sa technique pour la pâte d'ail, puisqu'il a passé 40 minutes à m'apprendre comment obtenir cette croûte parfaite, dans la cuisine de son appartement. Au printemps dernier. Et cette note dans la marge de la page 6, sur le réglage de la chaleur pour les coupes plus épaisses. C'est son écriture. Marian, je vois son écriture sur des cartes d'anniversaire depuis 15 ans. Tu as plagié les notes de conception de son carnet. Tu les as imprimées dans un livret avec ton nom sur la couverture, et tu les as écoulées à Saint-Mathieu pour $15 pièce. Tu as vendu ça à des gens qui le connaissent, à des personnes qui ont goûté sa cuisine à ta propre table. Marian est restée longtemps silencieuse. Laurine a patienté. Le silence s'est étiré, au point que ma tante a cru que la communication avait été coupée. Puis Marian a murmuré, « Tu ne comprends pas toute la situation. Toute la situation est actuellement posée sur le comptoir de ma cuisine,
avec une étiquette de 15 $, et ton nom à l'endroit où celui de Flynn devrait figurer, a tranché Laurine. Je n'ai pas besoin de plus de contexte que cela. L'appel s'est arrêté là. En l'espace de 2 semaines, 2 membres du club de lecture de Marion ont cessé de répondre à ses messages. Elles ne l'ont pas affronté. Elles n'ont fourni aucune explication. Elles ont simplement instauré un silence radio, et ce mutisme a pesé bien plus lourd que n'importe quelle dispute. Mon père, Wallace, m'a appelé une seule fois, au 20e jour. Il n'a pas pris la défense de Marion. Il ne m'a pas demandé de retirer ma plainte. Il m'a avoué, j'aurais dû me lever lors de ce dîner. Je suis resté assis là, comme un lâche. Et j'en suis conscient. Je lui ai répondu que j'appréciais sa franchise. Il a marqué une pause, avant d'ajouter, ta grand-mère aurait été fière de ce livre. Cette phrase m'a percuté plus violemment que tout ce que Marion avait proféré devant la cheminée. D'abord parce qu'elle était vraie, mais surtout parce qu'elle émanait d'un homme qui avait regardé la vérité brûler, sans jamais décoller ses mains de la table. Je ne l'ai pas invité au restaurant. Nous ne nous sommes plus reparlé depuis. Certaines personnes vous déçoivent en faisant les pires choix, et d'autres vous trahissent en ne faisant rien du tout. Les deux laissent une marque indélébile, mais seul l'un d'eux est resté vissé sur sa chaise, à 4 mètres d'une cheminée, regardant sa femme anéantir le travail de son fils, sans bouger le petit doigt. 6 semaines après notre confrontation, Marion est passée en voiture devant le restaurant de mon diplôme. Je le sais, parce que Bianca, l'hôtesse, a reconnu son véhicule sur le parking. La vitrine avait changé depuis ce fameux repas. Là où se trouvait auparavant la carte du menu de saison et un vase de fleurs séchées, trônait désormais une vitrine en verre, abritant un unique ouvrage. Mon livre de recettes. Les premiers exemplaires imprimés étaient arrivés la semaine précédente, et le gérant de l'établissement en avait placé un en devanture, accompagné d'une petite carte indiquant « Recettes par Flynn, promotion 2026 ». Marion s'est garée sur le même parking où je m'étais isolé la nuit de l'incendie. Exactement à la même place, là où j'avais agrippé le volant en décidant de ne pas l'appeler. Elle est restée dans son habitacle pendant 8 minutes. Bianca l'a observée depuis son pupitre d'accueil. Marion n'est pas descendue. Elle n'est pas entrée. Elle n'a pas sorti son téléphone. À travers son pare-brise, elle a fixé une vitrine, qui renfermait la preuve éclatante de tout ce qu'elle avait tenté de détruire. Un livre de 219 recettes, chacune portant le nom de ce fils dont elle disait, à son groupe paroissial, qu'il était incapable de cuisiner la moindre nouveauté. Puis, elle a démarré le moteur, et est rentrée chez elle. Elle a retrouvé une cuisine empestant les plats préparés réchauffés au micro-ondes, dans un silence de mort, parce que personne dans cette maison n'avait jamais mitonné un repas digne de ce nom. J'ai bien failli le laisser dans les flammes. Les pages nourrissaient déjà le feu, et la chaleur repoussait ma main comme un mur. Mais le bord s'était recroquevillé juste assez loin de la grille, pour que je puisse l'atteindre. Et quelque chose, au fond de moi, a refusé de la laisser emporter la moindre miette de mon travail. Je l'ai dégagé de justesse. Le reste était perdu. Mais c'était suffisant. Cela allait toujours être suffisant. J'ai failli appeler ma mère depuis le parking après le dîner, assis dans ma voiture avec le moteur en marche, et le contrat toujours dans ma boîte à gants. L'encre de la signature d'Anouar avait à peine 8 heures. J'aurais pu lui expliquer, là, au beau milieu de ce stationnement, ce qu'elle venait de provoquer. Mais je n'avais plus besoin qu'elle croie en moi. C'était la première fois, en 28 ans d'existence, que je saisissais la différence entre vouloir l'approbation de quelqu'un, et en avoir désespérément besoin. Je n'en avais pas besoin. Le contrat se fichait de savoir qui croyait en mes capacités. L'éditeur n'avait pas appelé ma mère pour lui demander des références. J'ai aussi failli révéler à Troyes la véritable valeur de son blog aux yeux de ce même éditeur, et lui expliquer que son larcin avait servi de petit poussé pour guider Anouar jusqu'à ma porte. Mais ce soir-là, Sully a posé sa main sur le plan de travail, d'un geste ferme, et m'a conseillé « Laisse l'avocat parler ». C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé la plainte des MCA de S formuler tout ce que j'avais eu envie de hurler à travers ce parking. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà vu quelqu'un s'approprier le mérite d'une œuvre que vous aviez bâtie de vos propres mains, alors abonnez-vous à Susurro de Reddit. Parce que ce sont précisément ces récits que l'on tait lors des repas de famille. Ce sont les vérités qui éclatent une fois que vous avez quitté la pièce. Voici comment tout cela se termine. La dernière fois que Laurine lui a rendu visite, la table de cuisine de Marion abritait 3 objets. La lettre de mise en demeure.
Une pile de livrets paroissiaux rappelait que le coordinateur de la collecte de fonds lui avait demandé de récupérer. Et un chéquier, ouvert à une page où elle avait commencé à inscrire un montant, avant de s'arrêter. Laurine ne s'est pas éternisée. Le bloc de Troyes est resté définitivement hors ligne. Ses anciens partenaires financiers n'ont jamais répondu à ses courriels. L'injonction de payer les $18 000 est restée lettre morte, et a entamé la préparation du dossier civil. Darcy est retournée vivre dans l'appartement de Troyes, mais elle a cessé de poser des questions sur son site internet. Elle n'a plus évoqué ses abonnés, et a complètement arrêté de parler de nourriture. Elle a d'ailleurs confié à un ami commun, qu'elle ne savait plus très bien ce que Troyes faisait dans la vie. Mon monde, quant à lui, avait changé de visage. Un mercredi matin, je me tenais dans les cuisines du restaurant. Il était assez tôt pour que le passe-plat capte les premiers rayons de soleil, filtrant à travers la baie vitrée exposée à l'est. Le carrelage était glacé sous mes chaussures, et les hautes aspirantes bourdonnaient à leur niveau le plus bas. Sully se trouvait à 2 postes de là, en train de lever les filets d'un saumon entier pour le service de midi. Ses mains bougeaient avec cette même cadence régulière, que j'admirais depuis 5 ans. L'imprimante à bon de commande était silencieuse, mais elle n'allait pas le rester longtemps. Les exemplaires avant-premières de mon livre reposaient dans un carton, posé à côté de la chambre froide. 219 recettes, enfermées entre 2 couvertures rigides. Chacune d'entre elles était originale. Chacune avait été testée dans cette pièce, ou dans les 3 cuisines précédentes. La date de publication officielle approchait, prévue pour dans 11 semaines. Anouar avait appelé la semaine d'avant, pour m'annoncer que le premier tirage serait plus important que prévu. Une copie trônait déjà sur son bureau, ornée d'une page de dédicace qui disait « Pour ma grand-mère, qui m'a appris 14 recettes ». Les 205 autres, je les ai apprises en brûlant des plats, et en recommençant depuis le début. La couverture carbonisée de mon ancien carnet était accrochée au mur, juste à côté de l'imprimante à commande. Elle reposait sous un fin cadre en verre, que Sully avait commandé dans une boutique de la 9e rue. Les bords étaient toujours noirs. Le titre restait à moitié effacé. Le papier sentait encore une légère odeur de fumée, si l'on s'en approchait d'assez près. Sully m'avait demandé si je souhaitais la jeter. Je lui avais répondu par la négative. Je lui avais expliqué que je voulais la garder dans mon champ de vision, chaque matin, juste à côté du poste d'où sortent les premières commandes de la journée. Parce que c'est ici que commence le vrai travail. Il ne débute pas à une table de repas familiale, ni dans un parking désert, et encore moins dans un salon privé, où quelqu'un essaie d'échanger une vie à $75 000, contre un chèque misérable de 5 000. Le travail commence au plan de travail. Ça a toujours été le cas. J'ai attrapé mon couteau, ce même outil que Sully m'avait tendu la veille de ma remise de diplôme, et j'ai commencé la mise en place pour le service du déjeuner. Le premier bon allait s'imprimer dans 3 heures. Le livre de recettes sortirait dans 11 semaines. La couverture brûlée allait rester accrochée au mur. Certaines familles vous apprennent à cuisiner. La mienne m'a appris comment réagir, quand quelqu'un essaie de réduire en cendres ce que vous avez bâti de vos mains. Vous arrachez ce que vous pouvez aux flammes, vous le portez avec vous, et vous continuez à cuisiner.